Bonjour, c'est Rodrigue. Aujourd'hui, on se retrouve devant une machine qui est un PC compact des années 90. Donc, c'est un 486 à 50 MHz. Vous voyez d'entrée de jeu une machine complètement éclatée parce que j'ai perdu la première partie de la vidéo. Euh, Vous verrez pas la machine dans l'état où elle était au départ. Mais j'ai reçu cette machine, elle ne démarrait absolument pas. Premier constat, c'est que son alimentation ne fonctionnait plus. Alimentation dans laquelle j'ai changé les condensateurs 400 volts, le fusible, mais elle me claque systématiquement les fusibles. Mais il y avait un court-circuit sur la carte mère. Court-circuit sur la carte mère que j'ai fini par résoudre. En fait, c'était un problème de processeur. Chose vraiment rare dans ces machines-là, mais le processeur ne fonctionnait plus, donc le remplacement du processeur a corrigé le problème. Donc comme vous le voyez, elle est branchée sur une alim ATX avec un adaptateur qui permet de convertir la prise ATX en une prise AT. Par contre, j'ai bien fait attention de prendre une alim qui a aussi le moins 5 volts, histoire qu'il soit complètement alimenté, donc une ancienne alim ATX. Pour ce qui est de... Donc la machine démarre maintenant, bon, il y a encore pas mal de travail à faire. Notamment la pile est complètement fichue, donc je vais mettre ce genre de choses à la place. Et je vais mettre une pile sur support, parce qu'elle allait souder sur la carte mère. La façade était jaunie et très marquée, donc j'ai Retrobrite la face avant de la machine et j'ai passé je vais passer à l'éponge magique pour enlever toutes les traces. J'ai commencé à nettoyer toutes les tôles, j'ai enlevé toutes les traces de colle et les grosses salissures, mais il reste malgré tout, on le voit pas très bien, mais des traces de jauni un peu partout. Notamment sur on voit où j'ai frotté les traces les plus grosses sur la partie extérieure, et il y a encore beaucoup de marques ici sur le coin de la machine. Donc voilà, c'est encore loin d'être propre. Les pieds et les caches avant sont entièrement passés aussi au Retrobrite parce qu'ils avaient une teinte très jaune. Le lecteur de disquette, c'est pareil. J'ai Retrobrite la fermeture ainsi que le bouton d'éjection. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup avancé sur cette machine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de nettoyer les tôles pour les rendre correctes. Et puis ensuite, je sortirai la carte mère et on pourra s'intéresser à changer la pile. Parce qu'à chaque fois qu'elle démarre, je suis obligé de la reconfigurer. Ensuite, bon, j'ai déjà mis une compact flash dedans, mais ça fonctionne pas comme je veux parce qu'il se plaint qu'il n'y a pas le setup de compact sur la compact flash. Mais le disque dur fonctionne très bien. Donc je vais la faire rebooter sur le disque dur, je vais enlever la compact flash et puis comme ça je pourrais vous montrer un petit peu les programmes de compact par défaut sur la machine. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, une fois que j'ai continué encore mes restaurations, notamment sur les tôles de la machine. Voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard avec après pas mal de produits détergent et d'huile de coude. J'ai fini par restaurer complètement ces tôles. En fait, j'avais peur c'était tellement sale et avec des taches de jaune, de la colle, que j'avais peur de pas la revoir, mais voilà, il est revenu impeccable. Ça fait plaisir, parce qu'avec cette belle façade ainsi que même le bouton d'align que j'ai Retrobrite et tout, elle va être sympa quand elle va être remontée. Bon, elle est encore un tout petit peu mouillée, donc ça fait des reflets, mais voilà. Donc je continue, je vais maintenant m'attaquer à démonter la carte mère pour non, avant je vais plutôt amener un écran et je vais la démarrer avec cette allumette à l'extérieur pour vous montrer un petit peu le setup de la machine. Donc voilà, pour le démarrer, j'ai pris un de mes anciens écrans Provista,
parce que je n'ai pas le moniteur compact qui va avec cette machine. Mais c'est pas grave, ça fera pour le moment. C'est pareil, j'ai pas le clavier ni la souris encore, mais un collègue en a qui ne les servent pas, il va me les passer après le confinement. Donc, démarrons là pour voir. Donc j'ai... Hop. La lumière est à fond. Donc on voit qu'il a 12 mégas de mémoire. L'écran est peut-être un petit peu loin. Je vais rapprocher tout ça. Voilà un petit peu plus près. Donc comme il n'a pas de pile, il n'arrête pas de trouver qu'il n'a pas de bon montant de mémoire et de redémarrer. Il a 12 mégas, mais en fait il a que 2 fois 4 mégas en barrette SIM. Il a 2 barrettes SIM de 4 mégas, il y a 4 emplacements. Parce que sur ces machines, il y a 4 mégas qui sont soudés sur la carte mère. Et la première barrette ne peut faire que 4 mégas. Elle ne peut pas être différente. Par contre, pour les suivantes, la 2, 3 et 4, on peut mettre des barrettes de capacité supérieure. Mais là, il est en 2 x 4 plus les 4 intégrés. Si on rentre sur le setup, la particularité de ces machines, c'est que le setup n'est pas dans une ROM, mais il est sur le disque dur. C'est ce qui me pose un petit souci pour remplacer le disque dur par une compact flash. Et le disque dur n'est pas une très grande capacité, hein, ça doit être un 240 mégas. Et j'ai vu que le BIOS, que le contrôleur IDE est compatible avec des disques de 4 Go. Donc je pourrais éventuellement envisager de mettre des disques de 4 Go dedans. Si je rentre dans le setup, donc on voit qu'il est en 1980, mais c'est pas la peine de changer la date, puisque de toute façon il n'a pas de pile pour sauvegarder. Le setup supporte la souris. Hein. Donc dans son setup, on a 6 parties. La première étant pour le processeur la mémoire, donc on voit que c'est un 486 DX250. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à configurer dans cette partie-là. Dans les unités de stockage, c'est là qu'on peut configurer la taille de ces différentes unités de disquettes. Donc il n'a qu'un lecteur de disquette 1.44 et les différents types de disques durs. Par contre, il m'affiche le disque secondaire 1 et 2 qui sont sur le deuxième port IDE, mais la machine n'a qu'un seul port IDE. Donc peut-être qu'avec un port extender, on peut mettre 4 disques, mais comme ça, je ne vois pas. Mais ce sera peut-être une chose à essayer avec la compact flash. Ensuite, on a tout ce qui est configuration des adresses d'entrée-sortie. Les fonctions de sécurité, c'est pour définir un mot de passe. Et les périphériques d'entrée, bon, si on veut verrouiller si on veut avoir le verrouillage numérique de base. Hop, on sauvegarde la configuration, il va redémarrer. Donc cette machine est toujours avec son disque d'origine. Donc on va voir, j'ai juste fait une toute petite modification à l'autoexec.bat pour pas qu'il démarre par défaut Windows. Il est assez long à démarrer. Hein. Voilà, donc ce qu'il fait par défaut, la commande que j'ai enlevée, il est en anglais, c'est qu'il a la version 3.1 fournie par Compaq d'origine sur cette machine. Donc on voit bien que le disque n'a jamais été formaté. Hein. Il y a toujours l'utilitaire de configuration ainsi que le Windows 3.1 installé avec les utilitaires Compaq sur la machine. Bon. Je sais pas bien ce qu'il y a d'intéressant. Par contre, la résolution est un petit peu fine pour cet écran. Il devait être branché sur un écran peut-être un petit peu plus grand.
Voilà, voilà. Ah, il y a même Office dessus. Excel version 5. Mais ça marche bien, hein. Je trouve qu'il démarre les applications rapidement pour un 486. Bon, ben, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais continuer un petit peu mon nettoyage. Il faut que je nettoie le disque dur qui est tout poussiéreux, que je vide complètement la tour pour nettoyer le reste de la carrosserie. Je vais sortir la carte mère, changer la pile, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, on se retrouve sur la table d'opération avec la carte mère. Le but étant d'enlever cette pile. Donc j'avais déjà essayé de la déconnecter, voir si c'était pas ça qui posait problème. Mais c'était pas ça en fait, c'était le processeur. Hein. C'était vraiment le processeur. Donc j'ai récupéré le radiateur, j'avais un stock, un DX250, j'ai remis la même configuration pour pas dénaturer la machine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder cette pile. Donc elle est comme, il ne faut pas que je brûle les fils, comme une pile qu'on trouve dans les Amiga. Hein. C'est une pile qui est soudée en 3 points. Là, là et là. Que je ne me trompe pas, là, là et là. Donc bon, il suffit de la dessouder. Je vais peut-être recharger les soudures avant, histoire que ça aille plus vite. Donc, hop. Mon matériel est chaud. Donc on va remettre un petit peu de soudure sur celle-ci. Voilà. On va les reflouer un petit peu. Histoire que ça dessoude mieux. Voilà. C'est bon. Et ensuite, on va prendre l'objet bruyant qui pour dessouder. C'est bon. Ensuite, alors j'ai dit là et là. Voilà. Il est tombé tout seul en fait quand je l'ai chauffé. Et ensuite la dernière partie. C'est ce point là, mais il n'y a pas beaucoup de... Ouais, c'est celui-là. Très facile à dessouder. Voilà. Donc voilà la pile. J'avais arraché un morceau, mais ils sont malins de souder ça sur la carte mère. Donc ce que je vais mettre, moi, c'est un support, comme j'ai fait sur l'A501. En espérant qu'il aille, mais j'avais regardé. Il est de bonne dimension, me semble. Ouais, sauf qu'il a les pattes tordues. Hop, voilà. On va même pas trop l'enfoncer. Ça ira comme ça. Voilà. Celui qui se déroule. C'est soudé. J'ai toujours un doute. Non. Oui. Et descend dans le fond. C'est un plan de masse. Voilà. Bon, c'est des grosses soudures, hein. C'est peut-être pas le mieux. Ce que je vais faire, c'est que je
Je vais couper quand même un bout des pattes parce qu'elles dépassent beaucoup. Voilà qui devrait nous garantir d'avoir une batterie sauvegarde qui sauvegarde la configuration. Donc maintenant que le support est monté, j'ai des piles, c'est pas des 2032 mais c'est la même chose, même si elles sont un petit peu moins de capacité, elles durent un peu moins longtemps, mais c'est ce que j'ai en stock. Donc il faut d'abord mettre ce côté là et ensuite tac. Voilà, il a une pile. Il y a le circuit anti-charge pour remplacer les barrels des Amiga, mais ça sert à rien sur celui-ci. Voilà, je vous retrouve plus tard quand j'ai fait un grand nettoyage de la caisse et que j'ai commencé de la remonter. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Eh bien, c'est terminé pour ce qui est du nettoyage. Elle est un peu façon puzzle, mais voilà. La caisse est entièrement nettoyée, le disque dur, lecteur disquette, carte d'extension, tous les plastiques, le parleur, la carte mère, encore du plastique, puis les tôles que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, tout est prêt. Tout est nettoyé, tout est rétro-bright ce qui a pu l'être et maintenant je vais attaquer le montage. Donc on se retrouve avec une machine un tout petit peu plus montée. Donc voici le compact en grande partie remonté. Et le voilà de plus près, le beau. Donc il est tout impeccable. Comme neuf. Bon, le bouton d'alimentation n'est pas remis parce que j'ai encore pas solutionné le problème de la lime grillée. Soit je vide complètement la lime AT et je mets l'intérieur d'une lime ATX dedans avec, et je ressoude tous les câbles de connexion pour souder carrément des connexions AT. Soit je fais réparer cette lime parce que moi je ne sais pas ce qu'elle a et je vais sans doute la donner à un collègue de l'association qui connaît plus ce genre de matériel, la réparation des alimentations. Donc voilà, un 486 qui fonctionne. Donc maintenant je vais continuer, je vais lui mettre une petite carte son et puis la configurer pour qu'on voit si ça se passe bien sur un DX2 50. Je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve juste 2 minutes. Je vais mettre une carte son, mais je suis un peu à court de carte son, donc c'est ça que je vais lui mettre. C'est une Vibra 16. C'est un petit peu trop récent pour un 486, mais oh, ça va encore, une Vibra 16. Espérons que je trouve les pilotes pour DOS qui vont bien pour cette carte. Je vous retrouve quand elle est installée. Voilà, on se retrouve devant le compact pas mal de temps plus tard. En fait, je l'ai tout redémonté parce que j'avais besoin d'avoir accès au jumper en façade que l'on ne voit pas sur le disque dur. Et j'ai tenté vainement d'installer une compact flash. Donc là, c'est une 4 Go. J'en ai essayé d'autres. Bon, là, sur la table, elles sont tournées à l'envers, mais j'ai une 64 mégas et une 1 Go. Mais rien n'y faisait. En fait, la 4 Go avec un système qui était déjà installé à partir d'un autre 486, il bootait dessus et j'avais le disque dur en esclave et ça marchait, mais il m'affichait des messages d'erreur à chaque démarrage comme quoi le disque était pas bon. Donc j'ai pas mal bataillé et finalement j'ai abandonné les compacts flash parce qu'ils démarraient plus. J'ai essayé avec un disque dur de 4 Go. Et là, j'ai eu la bonne idée dans le diagnostic de mettre le disque comme quoi il n'y avait pas de disque dur.
Comme ça, au prochain démarrage, il redétecte le disque dur avec la bonne géométrie et après, on peut enfin repartir dans le setup. J'ai créé pour ça donc les disquettes de diagnostic de Compaq qui me permettent de réinstaller la partition de diagnostic qui manque tant. Et voilà, donc j'ai dû supprimer toutes les partitions de la Compaq Flash, la rendre à nouveau vierge, aller dans le supporter qui mettent 5-6 minutes à démarrer en faisant des disques errors pour lancer la disquette de diagnostic, mettre le disque finalement comme étant à 0, c'est-à-dire pas de disque dur, rebooter la machine et surtout ne pas relancer le diagnostic qui va remettre une valeur erronée pour le disque, mais la machine me prompte comme quoi le disque a changé, on accepte. Ensuite, on boot sur la disquette diagnostic, mais pas pour lancer le diagnostic, mais pour installer la partition. Et là, j'en suis au 3e reboot, où il me demande la 2e disquette de diagnostic pour copier son contenu sur la partition de diagnostic. Et comme le disque est détecté avec la bonne géométrie, la Compaq Flash, eh bien, il démarre normalement, il ne met pas 3 jours à démarrer. Donc voilà, je finis de faire la partition de diagnostic, ensuite je formate ma Compaq Flash, je fais une partition dessus, j'ai une disquette du DOS 6 ici, et je vais refaire tout le setup de la machine, et ensuite je brancherai le disque dur existant en esclave pour récupérer son contenu et le transférer sur la Compaq Flash. Donc la carte son, comme vous l'avez bien compris, elle a été mise en suspens. Je la reconfigurerai une fois que j'aurai un système à nouveau installé. Donc voilà, je le laisse finir de me recopier la disquette sur la partition de diagnostic. Je continue le setup et je vous reprends plus tard. Donc voilà, ma Compaq Flash est installée avec les diagnostics, la partition de diagnostic qui va bien. Donc le PC ne se plaint plus que le disque n'est pas au bon format. Le disque d'origine de la machine, le conneur de 100 mégas, est branché en esclave. Donc je suis en train de le recopier sur la Compaq Flash pour le sauvegarder. Et ensuite, eh bien, je le débrancherai, je ne laisserai plus dans la machine que la Compaq Flash. Mais le disque, je ne le démonte pas de la machine, je le laisse dedans. Je le reconfigurerai en maître, prêt à refonctionner. Donc voilà, je vais continuer ma copie de fichier et puis je vais continuer à setup la machine. Donc voilà, on se retrouve sur le Compaq qui est à peu près fini pour l'instant. Je vais le démarrer tout de suite. Le disque dur est débranché, il est recopié sur la Compaq Flash. Bon, à part quelques tout petits détails qui manquent, ça marche déjà pas mal comme ça. La carte son, elle est configurée. Je l'ai configuré de la plus simple façon, hein. J'ai bataillé un petit peu pour trouver la bonne conf, mais je l'ai configuré avec CTCM tout simplement, qui est chargé au démarrage pour l'activer. Et j'ai utilisé CTCU pour lui définir l'IRQ, donc j'ai pris l'IRQ 7 hein, qui est celle du port parallèle et ça fonctionne. Elle est en DMA 1 et 5, voilà, pas de souci. Le Windows, j'ai transféré, mis à part un tout petit détail de démarrage, le Windows qu'il y avait sur le disque conneur. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais approcher un petit peu la caméra de l'écran, ce sera plus simple. Voilà, en espérant qu'on ne voit pas trop l'affichage. Ce que j'ai vu sur ce Windows, c'est qu'on a une catégorie Compaq et on a le Control Center. Et notamment, on peut accéder à la configuration. Et là, aux surprises, on se retrouve avec le setup. Les mêmes programmes que le setup qui est sur la partition de diagnostic, où on peut voir notamment que c'est bien un DX2 50 MHz et qu'il a 12 MB de mémoire. Voilà, pour le stockage, on voit qu'il a une unité de 4 Go. Donc c'est la Compaq Flash. Voilà, bon, rien de particulier d'autre, il est en 800-600. C'est la carte graphique, je crois que c'est une Cirrus Logic. Voilà. La carte son, pour vous la montrer, pour vous montrer comment elle fonctionne, plutôt que de démarrer un jeu, je vais faire autre chose.
j'ai compilé un logiciel qui s'appelle MPX Play, je crois, en version 1.6.1, parce que c'est une version qui a un décodeur entièrement en assembleur, mais pour Pentium. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis installé tout l'environnement de développement Watson, C++, pour changer tous les flags de compilation pour le mettre en mode compatible 486. Voilà, et faire activer toutes les optimisations 486 et unité flottante du 486, donc un 387, et désactiver tout ce qui était Pentium. J'ai aussi strippé le logiciel au maximum, j'ai viré tous les décodeurs qui ne sont pas supportés sur un 486, tout ce qui est MPEG-2, tout ce qui est AAC, toutes ces choses comme ça, pour réduire vraiment le player à sa plus simple expression. Et voilà ce qu'il donne. Donc là, j'ai fait... Ah, il est en pause. Pourquoi? Ça, c'est une MP2. Une MP2, c'est un format qui n'a pas été très courant. C'est ce qui était avant le MP3. C'est du MPEG-1 Layer 2. Les fichiers sont plus volumineux que du MP3, mais malgré tout, avec une qualité identique. Là, par exemple, on est à... Bon, je vais le lancer sans le mode graphique parce que le mode graphique consomme un peu trop de CPU. Je me suis fait une petite ligne de commande qui permettra de mieux entendre le morceau. Donc voilà, comme je disais, c'est du MPEG-1 Layer 2. Qui est à 32 kHz pour 160 kilobits, ce qui est une énorme qualité pour un MPEG-2. Le fichier est assez volumineux, plus que le MP3 d'origine. Je vous laisse écouter la qualité, voilà. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça lit également les MP3. C'est le même morceau en MP3. D'ailleurs, je peux utiliser la version avec l'interface sur celui-là parce que
Il est seulement... Il est seulement à 22 kHz. Et 98 kilobits parce que c'est largement suffisant comme qualité. Il faut penser qu'à 44 kHz, ça doublerait, donc ça ferait une 180 kilobits. Bon, c'est plus perceptible, hein, le 22 kHz. Les hautes fréquences sont plus brouillons. Donc voilà, donc c'est mon compact. Vous le retrouverez très bientôt où on va essayer des périphériques assez sympathiques dessus de cette époque ou de très légèrement après. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était Roderick. Je vous souhaite de bien vous porter en cette période de fin de confinement peut-être. Et donc portez-vous bien. À bientôt.